Napoléon et les 4 garçons. La maison de Mizutani est une vaste résidence de style occidental située au sommet de la colline Takanawa, boisée et feuillue même en hiver, qui domine le rivage de Shinagawa. La propriété est clôturée d'une grille et le toit d'ardoise est surmonté d'une girouette. Ce bâtiment typique de l'époque Meiji, entouré d'une ceinture d'arbres très bien entretenus, est plongé dans le silence, à quelques moments qu'on le visite. Le 5e jour de la nouvelle année, Copper est allé rendre visite à son ami. Il n'y était pas allé depuis longtemps. Kitami et Hirakawa devaient venir aussi. Les examens de la fin du second trimestre étaient derrière eux, les résultats avaient été annoncés, les vacances d'hiver commençaient précisément ce jour-là, c'est pourquoi Mizutani les avait invités à venir jouer chez lui. Copper, qui connaît Mizutani depuis l'école primaire, est déjà venu souvent et connaît bien la maison, mais pour Kitami et Hirakawa, c'était une première. Concernant Hirakawa en particulier, ce n'était que depuis que Copper avait parlé de lui à Mizutani que celui-ci avait commencé à ressentir de l'amitié pour le fils du marchand de tofu. S'il faut parler des résultats des examens du 2e trimestre, eh bien, Copper était comme d'habitude arrivé premier. Et même s'il s'était fait du souci pour les notes d'Hirakawa, il se trouve qu'elles étaient meilleures qu'au trimestre précédent, tout particulièrement en anglais. Hirakawa lui-même en était tout étonné. Il faut croire que l'aide de Copper avait porté ses fruits. Et Copper, aussi bien qu'Hirakawa, avait passé haut les cœurs un excellent nouvel an. L'invitation de Mizutani ce 5 janvier portait donc en elle la promesse d'une joyeuse journée pour Copper, et c'est d'un pas rapide, presque en sueur sous le ciel splendide et sans vent malgré la saison, qu'il avait traversé le quartier de toutes ces superbes demeures, parmi les portails ouvragés et les alignements de décorations rituelles de branches de pin et de bambou du Nouvel An qu'on appelle pain du seuil, Kadomatsu. Devant les 2 piliers de pierre de taille qui soutenaient l'immense grille du portail de chez Mizutani étaient disposés 2 Kadomatsu, plus hauts qu'un homme adulte, particulièrement impressionnants, tels 2 gardes en faction, l'arme au pied. De l'autre côté de la grille, un grand castanopsis étendait ses branches noires vers le ciel. Copper le contourna et monta par l'allée recouverte de gravier blanc vers la grandiose entrée et son imposant porche. Le porche était mis en valeur par un cercle de pelouse souligné de plusieurs palmiers aux troncs poilus, aux palmes ouvertes qui se frottaient les unes aux autres dans des attitudes étranges, dans l'espoir de dépasser le haut toit du bâtiment occidental et d'attraper un peu plus de lumière du soleil. La porte d'entrée monumentale, qui habituellement demeurait fermée et silencieuse, était ce jour-là grande ouverte. Un plat en argent attendait sur une table, juste devant la porte, afin que chaque visiteur y dépose sa carte de visite en entrant. Kitami et Hirakawa sont-ils déjà arrivés ? Se demanda Copper en actionnant la cloche de l'entrée. Un répétiteur au pair que Copper connaissait de vue apparut. À peine l'eut-il reconnu que le répétiteur déclara « Soyez le bienvenu, les amis de monsieur sont arrivés et vous attendent. » Pendant qu'il se déchaussait, Copper jeta un coup d'œil sur le côté. Sous le splendide pain en pot se trouvait parfaitement alignée une paire de chaussures usées à lacets et une paire de chaussures de football. Copper suivit le répétiteur le long d'interminables couloirs sombres et compliqués recouverts de tapis. « Quelle immense maison !» se dit-il, comme à chaque fois qu'il venait chez Mizutani. « À quoi peuvent bien servir toutes ces pièces ?» Cependant, le jeune homme marchait toujours devant lui en silence. Cela ne lui laissait pas d'autre choix que de le suivre sans se laisser distancer. La chambre de Mizutani se trouvait dans une aile de la résidence que l'on appelait le nouveau bâtiment. Le père de Mizutani avait fait construire cette annexe en béton armé et grande baie vitrée à l'usage de ses fils, afin qu'ils bénéficient du maximum de luminosité. Toutes les pièces donnaient sur l'admirable baie de Shinagawa. Le père de Mizutani était ce qu'on appelle un capitaine d'industrie. Vous n'aviez pas assez de vos 10 doigts pour compter les grandes compagnies et les banques dont il était président, administrateur, conseiller ou directeur. Et il entendait user de sa puissance financière pour faire le bonheur de ses fils. Le jeune répétiteur et Copper arrivèrent finalement devant la chambre de Mizutani. Le répétiteur frappa à la porte. « Entrez, qui est-ce » répondit une belle voix de femme que Copper connaissait bien. La porte s'ouvrit. Au milieu d'une pièce très lumineuse, une figure dans un chandail de laine jaune se retourna vers Copper et laissa voir le visage ferme et volontaire aux cheveux courts d'une jeune fille de 17 ou 18 ans, la sœur aînée de Mizutani.
Mizutani, Kitami et Urakawa étaient assis en rang d'oignons du côté de la fenêtre où entrait la chaude lumière du soleil, plutôt coincés, semblait-il. Ah, Copper, tu es en retard. J'avais peur que tu ne viennes pas, dit mademoiselle Mizutani en accueillant Copper avant de réciter la formule de politesse d'usage. Bonne année déjà. Bonne année, répondit Copper. Il avait tout de suite remarqué que la sœur de Mizutani portait un pantalon comme eux quatre, mais elle semblait totalement indifférente au regard curieux de Copper. Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu, dis donc. Ma foi, Copper, toujours aussi petit. Tu te moques? J'ai grandi de 5 centimètres depuis l'année dernière, protesta Copper. Et puis Katsuko, tu n'es pas bien grande non plus, il me semble. Désolé de te décevoir, je suis la 9e de ma classe pour la taille, pas comme certains qui sont abonnés à la 2e place en commençant par la fin. Peu, au moins, Enfin, laissons dire ceux qui ont des choses à dire, répondit Copper, à court d'arguments. Il s'approcha rapidement de ses amis, qui se levèrent pour le saluer et échanger les félicitations traditionnelles du Nouvel An. Nous étions en train d'écouter l'histoire de la sœur de Mizutani en t'attendant, expliqua Kitami. Une histoire très intéressante, tu devrais l'écouter aussi. Copper prit une chaise à proximité et s'assit. Une chaise très chic, très moderne, constituée d'une seule barre d'acier tournée et contournée, tendue d'un tissu d'ameublement épais au niveau du siège et du dossier. Tous les meubles de la pièce, les chaises mais aussi le bureau, les rayonnages de livres, la lampe de bureau, étaient réalisés sur le même modèle aux lignes simples et pures, sans décoration inutile. La fraîche lumière de la modernité semblait baigner la pièce tout entière. Par la large baie vitrée, on apercevait le scintillement des flots de la baie de Shinagawa. L'histoire de Katsuko? Un conte de fées, vous voulez dire? S'enquit Copper. Oh, le méchant! J'étais en train de parler de l'esprit de l'héroïsme, figure-toi, répondit Katsuko. Oula, ça m'a l'air compliqué comme histoire. Mais non, pas du tout. Pour ma part, j'estime que tout individu, aussi bien homme que femme, doit posséder un esprit héroïque. C'est bon, on continue là où tu en étais tout à l'heure, l'interrompit Kitami. Katsuko, debout face aux 4 garçons, reprit donc la parole. Eh bien, comme je vous disais, on raconte une histoire passionnante à propos de la bataille de Wagram. En juillet 1809, l'armée française, commandée par Napoléon, se trouve face à la coalition autrichienne et russe. Les deux armées s'affrontent sur le bord du Danube. C'est le destin des 3 nations qui se joue dans cette bataille. Vous pouvez imaginer la sauvagerie des combats. Napoléon était certes très fort, mais il avait en face de lui l'armée de la coalition. Il ne vaincrait pas facilement cette fois. En particulier, les Russes alignent leurs célèbres cavaliers cosaques qui lancent de nombreux assauts jusqu'à s'approcher très près du quartier général de Napoléon. Des centaines de cavaliers, tel un tsunami, enfoncent le front français. La garde impériale, sa garde rapprochée, n'est-ce pas, se bat d'arrache-pied et parvient finalement à repousser l'ennemi. Or, à peine repoussée, une nouvelle vague toute fraîche de cosaques ivres de l'odeur de la mort enjambe les cadavres de leurs camarades et reprennent l'offensive. La garde napoléonienne, celle que l'on a surnommée l'Invincible, passe plus d'une fois à 2 doigts du désastre. Ici, Katsuko reprit son souffle. Puis voyant son auditoire suspendu à ses lèvres, elle continua. Napoléon, du haut d'une colline, observe le champ de bataille. Bien entendu, les Cosaques le voient et font porter tous leurs assauts sur ce point stratégique. Autour de lui, les hommes de son dernier cercle ne peuvent dissimuler leur inquiétude et lui demandent plusieurs fois « Sire, nous vous en conjurons, retirez-vous de ce lieu, ne serait-ce que temporairement. » Mais Napoléon refuse de quitter cette colline pourtant si dangereusement exposée. Impossible de le convaincre de rejoindre un lieu plus sûr. Et savez-vous pourquoi Napoléon ne voulait pas partir de là? Katsuko ayant posé sa question, solidement campé sur ses jambes, les 2 mains sur ses hanches, attendait de pied ferme les réponses de son auditoire. Or, il fallut bien se rendre à l'évidence. Des 4 garçons, aucun n'avait la moindre idée de la réponse qu'il convenait de faire, et ils se contentaient de la fixer du regard. Katsuko hocha la tête d'un air résigné, puis dégagea une mèche de cheveux qui lui tombait sur l'œil et reprit son récit passionné. S'il avait seulement voulu diriger la bataille, il aurait très bien pu se déplacer dans un endroit plus protégé. Mais ce n'est pas pour diriger la bataille qu'il tenait à rester sur le sommet de la colline. C'est parce que Napoléon était tombé en admiration devant les Cosaques, ses ennemis. Quel courage! Quelle bravoure! Il ne tarissait pas d'éloges chaque fois que les Cosaques attaquaient son quartier général, sabre au clair, en oubliant qu'il se trouvait personnellement en danger. N'est-ce pas une histoire magnifique? Katsuko en avait les yeux pétillants et les joues roses. Je trouve ça absolument formidable. Réfléchissez, c'est la guerre. Si vous perdez cette bataille, vous risquez votre vie. D'un côté comme de l'autre, on veut mettre l'autre à terre. C'est le moment où tout se joue. Et dans cette situation dramatique, il trouve le temps d'applaudir ses ennemis pour leur bravoure. S'émerveiller de la valeur de ses ennemis. N'est-ce pas de la grandeur, ça? Quel héros!
Katsuko regardait un point invisible très loin, sous le coup d'une excitation sublime. Cooper, lui, était plutôt conquis par la sœur de son ami. « Et alors, qui est-ce qui a gagné à la fin? Napoléon, pas vrai ?» demanda Mizutani. « Décidément, Hayao, tu n'as rien compris, » répondit sa sœur en exagérant une moue de déception. « Bien sûr que c'est Napoléon qui a gagné. Après 2 jours de combat, il a défait l'armée de la coalition russo-autrichienne. Mais ce n'est pas l'issue toute bête de la bataille qui compte. Eh bien, pas pour celui qui perd, quand même. Oh là là, ces garçons qui ne comprennent rien à la beauté des choses. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, un héros est un héros. Ou plutôt, même quand il perd, un héros reste un grand homme. Hayao, tu ne comprends même pas ça, toi, un garçon. Katsuko se mit à arpenter la pièce de long en large, devant les 4 garçons, concentrés et solitaires, les sourcils froncés, la tête penchée. Ses cheveux courts se balançaient devant ses yeux. Comme si elle réfléchissait à quelque chose d'une gravité extrême. Les 2 mains plongées au fond des poches de son pantalon, elle passait et repassait en silence devant les 4 garçons. Urakawa et Kitami, complètement fascinés, bouche ouverte, ne la quittaient pas des yeux. Mizutani et Cooper échangèrent un regard. « Ça y est, elle se prend pour Napoléon, » dit Mizutani à voix basse. Cooper ouvrit de grands yeux. « Évidemment que personne n'a envie de perdre la guerre, » déclara Katsuko, sans arrêter de faire les 100 pas, comme si elle se parlait à elle-même. « Tout être humain a la volonté de vivre. Personne n'a envie de recevoir une blessure, c'est sûr. Je n'ai jamais assisté à une bataille, mais je suis sûr que je serais terrorisé. Quiconque voit la guerre pour la première fois doit être pris de frissons et claquer des dents. Et pourtant, les êtres humains peuvent oublier leur peur quand un esprit héroïque brûle en eux. Le courage de dépasser la souffrance prend le dessus, et même l'attachement à la vie se dénoue. Je ne connais rien de plus beau, quand l'humain dépasse l'humain. »« Ah ouais, » opina Kitami d'un air convaincu. « Et cela ne veut pas dire renoncer à la vie, sinon ce ne serait que de la témérité aveugle. Le premier bagarreur venu en est capable. Les colériques peuvent se prendre pour des va-t-en-guerre et s'agiter comme des fous, ça n'a rien d'admirable. Un chien enragé, ça s'appelle. Mais un être humain, digne de ce nom, peut rester parfaitement calme, parfaitement sain d'esprit, c'est en cela qu'il devient admirable. »« Ah ouais, » opina de nouveau Kitami. À ses côtés, Urakawa gardait les yeux fixés sur Katsuko, sans la moindre idée de ce qu'il fallait penser de tout ça. Et certainement, c'était bien la première fois qu'il voyait une jeune fille comme elle. Il y a des situations où l'on peut dépasser sa peur et sa souffrance, et je trouve ça bouleversant. Courir au-devant des ennuis et des épreuves, ressentir du plaisir à les surmonter, je trouve ça beau, pas vous ? Plus les difficultés sont grandes, plus le plaisir est grand lui aussi. C'est pourquoi la mort ne fait plus peur. Moi, je crois que c'est ça, l'esprit héroïque. Oui, j'en suis persuadé. Mieux vaut mourir ainsi que vivre une vie nonchalante et banale. Perdre quand on possède cet esprit héroïque n'est pas une défaite. Gagner quand on est dénué d'esprit héroïque n'est pas une victoire. Katsuko était maintenant immobile et déclamait plus qu'elle ne parlait. Ah, comme j'aimerais au moins une fois dans ma vie connaître ce sentiment, celui de me faire tuer et de mourir sans regret. Que ce serait beau! Quel grand homme ce Napoléon! L'esprit héroïque l'a habité toute sa vie, il était comme la personnification de l'esprit héroïque. C'est pourquoi il pouvait admirer l'héroïsme qu'il reconnaissait même chez ses ennemis. Moi, c'est ça que j'appelle un héros. Pas vrai, Cooper? Tout en interpellant Cooper sans crier garde, elle lui indiqua une carte postale dans un cadre posé sur le bureau. Comment trouves-tu ce tableau, Cooper? Le tableau représentait Napoléon à la tête de sa grande armée, progressant dans une vaste plaine. La moitié supérieure était occupée par un ciel d'hiver sombre et bas. Les champs dépourvus d'herbe étaient recouverts d'une mince pellicule de neige. Plusieurs pièces d'artillerie devaient avoir roulé dans la boue car on voyait la trace des ornières dans la terre. Napoléon, sur un magnifique cheval blanc, regardait loin au-delà de cette mauvaise route. Les généraux et membres de son état-major au grand nombre le suivaient, à cheval eux aussi. Au second plan, la grande armée des fantassins avançait, en plusieurs nappes, jusqu'à l'horizon. Une pâle lueur éclairait le bas du ciel. Napoléon se détachait du ciel glacial, en manteau gris, son célèbre bicorne sur sa tête, une peinture pleine de pensées douloureuses. « Eh bien, vois-tu, » dit Katsuko sans attendre la réponse de Cooper, « ce tableau représente le moment où Napoléon conduit son armée au devant des forces de la coalition qui viennent de pénétrer en France. Les grandes heures de l'aventure napoléonienne sont déjà derrière lui. Il a échoué en Russie, les nations européennes se sont de nouveau coalisées contre lui et viennent de franchir les frontières françaises. Napoléon a essuyé une défaite à Leipzig, mais il reste une figure qui semble dépasser les dimensions humaines, livrant bataille un peu partout. Il est néanmoins revenu en France, quand on l'informe que les armées de la coalition ont franchi la frontière et envahissent le pays.
Il rassemble alors les survivants de son armée pour lancer une contre-attaque. Les troupes sont exténuées, le sort s'acharne, la victoire est loin d'être assurée. Mais il y va quand même. Ce serait une campagne difficile, il le sait. Il se battra jusqu'au bout pour relancer son destin. Moi, je me demande quels étaient ses sentiments à ce moment-là. Et alors, il a gagné finalement ? Demanda Copper. Non, il a perdu. Il a été capturé et envoyé à l'île d'Elbe. C'est pour ça que mon cœur déborde d'émotion chaque fois que je regarde cette peinture. C'est la défaite qui l'attend, mais il ne peut pas ne pas aller porter le fer contre l'ennemi. Il préfère tout perdre que de plier le genou devant l'ennemi. Et chaque fois que je regarde ce tableau, cela me met dans un état pas possible. L'émotion de Katsuko commençait à gagner Copper. Le destin de Napoléon le touchait. Une sorte de sentiment tragique le gagnait. Kitami reçut la carte postale des mains de Copper et la regarda avec attention. À ses côtés, Urakawa regardait également par-dessus son épaule, gagné par l'émotion générale. Allons, mon enfant de la patrie. Katsuko entonna à voix basse la Marseillaise, l'hymne national de la France. Un peu plus tard, les 4 garçons et Katsuko s'amusaient comme des fous au soleil sur la pelouse. Mizutani n'était pas un sportif et préférait le dessin ou la musique. Sa sœur Katsuko, en revanche, était championne multidiscipline. Quel que soit le sport, elle excellait. Elle faisait partie de l'équipe de son année en basketball, de celle de son collège en volleyball, sans compter celle de relais en sprint, et détenait le record de son collège en saut en hauteur et en saut en longueur. Le saut était d'ailleurs sa discipline préférée. Elle fondait quelques espoirs d'être sélectionnée dans l'équipe féminine nationale pour les prochains Jeux olympiques. C'est dans ce but que son père avait fait aménager dans un coin de la pelouse des barres de saut et une planche d'appel aux normes olympiques. Les montants peints en blanc gradués dans le système métrique, la barre elle aussi aux dimensions officielles, bref, en tout point identique au sautoir du stade Jingu. Après qu'ils eurent joué un moment à échanger des balles, les 4 garçons eurent droit à une leçon de saut en hauteur, de saut en longueur et triple saut, menée par l'entraîneur Katsuko Mizutani en personne. Ni Copper ni Kitami n'étaient de taille face à Katsuko. Copper donna tout ce qu'il avait et passa tant bien que mal la barre placée à 1 mètre. À sa suite, Katsuko la passa à l'aise, les mains dans les poches de son pantalon. Le temps de monter la barre un peu plus haut, Katsuko se retrouva seul à concourir. Copper et ses amis n'avaient plus grand chose à faire à part admirer la jolie figure que réalisait le corps de Katsuko autour de la barre. En pull jaune et pantalon bleu, elle s'élevait dans les airs et hop, se retournait pour passer la barre avant de se recevoir dans le sable. C'était vraiment superbe. Quand on en vint au triple saut, Kitami déclara « Bien, je vais sauter avec l'esprit héroïque à fond, vous allez voir ça. » Cela ne suffit évidemment pas, Katsuko restait intouchable. Urakawa s'y essaya bien lui aussi, et sans la moindre honte pour une fois, bien que ses résultats fussent aussi nuls que d'habitude. Il s'avéra incapable de se recevoir sur son pied d'appel au premier saut. Katsuko, avec beaucoup de patience, lui expliqua dans les moindres détails chaque mouvement en les lui montrant comme un vrai coach. Et quand finalement il réussit à sauter correctement, ce fut, dans le public, Copper, Kitami, Mizutani et Katsuko, une ovation de délire digne d'un nouveau record olympique. De gêne, Urakawa vira au rouge, mais on voyait à son large sourire qu'il était bien content quand même. Quand toutes les épreuves de saut eurent été essayées, Urakawa proposa de se mesurer à ce sport traditionnel que l'on appelle Bōoshi. Au Bōoshi, je ne crains personne, déclara-t-il. Mizutani se chargea de trouver une barre de bambou solide et facile à prendre en main. Premier adversaire, Copper. Ils empoignèrent chacun un bout de la barre et commencèrent à pousser. La victoire irait à celui qui ferait tomber son adversaire ou le pousserait hors du cercle. Urakawa ne laissa aucune chance à Copper, qui fut immédiatement repoussé hors du ring. Mizutani prit sa place, mais ne tint pas plus longtemps avant de se faire éjecter. « Je vais vous venger, annonça Kitami en crachant dans ses mains. Urakawa ne céda pas un pouce de terrain. Kitami plia le bassin pour abaisser son centre de gravité, gémit sous l'effort, vira au rouge. « C'est pas vrai, tu vas voir !» grogna-t-il, pensant porter une poussée décisive. Il fit l'horreur de lever ses fesses. Il résista vaillamment, mais cédant du terrain millimètre par millimètre, il finit par se faire renverser, toujours grognant. « Oh, tu vas voir! Non mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Encore une fois, cria Copper, prêt à relever de nouveau le défi. Et il se fit cueillir comme une fleur. Mizutani et Kitami firent aussi d'autres tentatives, mais Urakawa demeura invaincu. « Trop fort !» déclara finalement Kitami en lui tirant son chapeau. « Comment ça se fait que tu sois si fort ?»« Comment ça se fait ?» répondit Urakawa en riant.
Ça nous arrive d'y jouer le soir après le travail, l'apprenti et moi, avec la barre de la grande balance. Et puis ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est assez technique comme sport. Il y a un coup de main à prendre. Le déjeuner de midi fut servi dans la salle à manger de la grande maison, en compagnie de la mère de Mizutani et de son frère aîné. Un lustre très décoratif descendait du haut du plafond et sur les murs vieil or, des tableaux à l'huile richement encadrés étaient accrochés. La table couverte d'une nappe d'un blanc immaculé était ornée de fleurs cultivées en serre. Les couverts parfaitement alignés étaient disposés à la place de chacun, magnifiques couteaux et fourchettes cuillères en argent. Le repas lui-même se déroula comme un véritable banquet officiel. Cooper et ses amis, l'esprit entièrement occupé par l'exigence de respecter les règles, auraient été bien à peine de dire si ce qu'ils mangeaient leur plaisait ou pas. Avant de commencer, Madame Mizutani, la mère de Mizutani, élégante comme un membre d'une famille royale, adressa quelques mots aimables à tous ses convives. Il ne s'agissait pas de tenir des propos inconvenants après ça. Le frère aîné de Mizutani, par exemple, n'en décoinça pas une de tout le repas. Mais c'était à se demander s'il voyait Cooper et les autres qui occupaient les couverts voisins. Il mangea en veston, ce qui fit demander Kitami à Mizutani. « Ton frère travaille dans un bureau, peut-être ?» Or, d'après la réponse de Mizutani, son frère était encore étudiant en philosophie. Sans doute un étudiant en philosophie n'avait-il rien à dire à des collégiens. Bref, le repas fut grandiose, mais Cooper et ses amis furent soulagés quand ce fut fini. Ils firent retraite vers les chambres de Mizutani de Katsuko dès que cela fut possible. Là, ils se mirent à leur aise et jouèrent à divers jeux de société ou d'intérieur, à croquinole, au ping-pong, aux cartes. Il faut dire qu'avec tous ces jeux qu'il possédait, Mizutani aurait pu ouvrir un magasin. « Tu as de la chance d'avoir tant de jeux, » dit Cooper sans réfléchir. « Non, pas vraiment, je n'ai personne avec qui jouer. »« Et ta sœur alors ? Tu parles ? Elle est en dernière année de collège, elle ne joue plus avec moi maintenant. »« Et ton père, il ne joue pas avec toi quand il rentre du travail ? » ?»« Il a des réunions jusqu'à tard le soir, quand il rentre je dors en général. Des fois je ne le vois pas de 4 ou 5 jours. »« Eh bien dis donc. Ma mère aussi sort assez souvent. Quand je suis tout seul, j'écoute des disques ou je fais de la peinture. » Cooper trouvait cela curieux que Mizutani soit si souvent seul, lui dont la famille était tellement riche qu'il pouvait avoir tout ce qu'il désirait. « Tu n'as qu'à venir jouer chez moi ? » ?»« J'aimerais bien, mais ma mère dit que si je vais trop souvent chez des amis, je vais les déranger. »« Mais non, tu ne déranges personne. Ma sœur, elle sort sans s'occuper de ce que dit ma mère, et elle va s'amuser où elle veut, depuis quelque temps. D'ailleurs, ma mère est un peu bizarre. Elle me demande pourquoi je ne fréquente pas plus Ori ou Hamada, et pourquoi je devrais fréquenter un beau parleur et un radin, franchement. Ah oui, ils sont pénibles ces deux-là. Mais pourquoi veut-elle que tu sois ami avec eux ? Je me demandais la même chose. Et c'est ma sœur qui m'a expliqué. Le père de Ori est un politicien connu, pas vrai ? Et l'oncle de Hamada est député à la Chambre des pairs. C'est pour ça, m'a dit ma sœur. Ah oui ? Mais je m'en fous. Moi, que le père de l'un soit politicien ou que l'oncle de l'autre soit député de la noblesse, je ne peux pas les sentir tous les deux. C'est tout. En plus, ils sont dans la bande à Yamaguchi. Sûr, ils sont toujours là à lui lécher les bottes et à dire du mal de Kitami. On ne sera jamais amis avec ces pauvres types, nous. Tu n'as qu'à l'expliquer comme ça à ta mère. La conversation de Mizutani et Cooper dut arriver à l'oreille de Kitami. À propos de Yamaguchi, vous savez ce que j'ai entendu à la fin du trimestre dernier ? S'écria-t-il, comme si l'idée lui était revenue tout à coup. Tous se tournèrent vers Kitami qui entreprit de raconter. Il paraît que les grands du club judo ont prévu de nous mettre la tête au carré un de ces jours, Yamaguchi et moi. Yamaguchi et toi ? Demanda Cooper surpris. C'était tellement incroyable comme histoire qu'ils nous entourèrent Kitami et le pressèrent de vite raconter la suite. Kitami lui resta imperturbable. Bah oui, ils veulent nous mettre la tête au carré à Yamaguchi et à moi. C'est Uguchi, un élève de 2e année, qui me l'a dit. Depuis un certain temps, les grands clubs du judo s'étaient donné pour mission de restaurer l'esprit de l'école. Allez en croire, l'esprit du samouraï laissait dangereusement à désirer dans cette école, et il s'agissait de reprendre les choses en main parce qu'elles allaient à volo. D'abord, l'esprit de l'amour pour son école était en berne. Ça se voyait lors des compétitions sportives. Les supporters manquaient de motivation. Ensuite, les plus jeunes devenaient arrogants vis-à-vis de leurs aînés. On ne sentait plus le vent du respect souffler. Enfin, ça pullulait de freluquets qui allaient au théâtre, au music-hall ou au cinéma, et même qui lisaient des romans. Et ça n'allait pas du tout. Si les choses continuaient comme ça, ce serait la dégénérescence de l'esprit de sérieux dont l'école s'enorgueillissait depuis sa fondation.
D'où la nécessité de restaurer l'esprit de l'école en marquant le coup par une action d'éclat qui frapperait les esprits. Voilà ce que la bande du club de judo n'arrêtait pas de rabâcher. Il y en avait même un qui parlait d'inscrire une conférence publique au programme de la fête de la culture de l'école pour haranguer la foule et réveiller les consciences. La question avait été également soulevée dans la revue de l'association des anciens élèves. Et ce n'est pas tout, on parlait de mettre en place un système de rappel au règlement un peu musclé pour châtier ceux qui contreviendraient par leur attitude à l'esprit de l'école. Les élèves qui manquent de patriotisme envers leur école manqueront de patriotisme envers leur pays une fois entrés dans la vie active. Les individus qui manquent de patriotisme sont des antipatriotes, par conséquent les élèves qui manquent de patriotisme pour leur école sont de la graine d'antipatriote. Il est de notre devoir de remettre dans le droit chemin cette graine d'antipatriote. Tel était leur programme. Bien sûr, il est normal de ressentir de l'amour pour son école. Aimer son école et s'efforcer de la rendre meilleure, c'est naturel. De même, il est normal que les élèves de première année se montrent du respect envers les plus âgés et se considèrent comme les tributaires et les subordonnés des anciens, tout comme il est normal pour des étudiants de ne pas se dissiper en futilité. S'il s'était agi que de cela, les allégations des membres du club judo auraient été méritoires. Le problème, c'est que, du fait que leurs présupposés étaient corrects, ou du moins qu'ils les jugeaient tels, ils inféraient que n'importe lequel de leurs jugements était nécessairement correct. Il suffisait qu'un type ne leur plaise pas, n'importe quel type, pour qu'ils deviennent d'office un type qui contrevenait à l'esprit de l'école, un type qui n'était pas dans le droit chemin. Mais leur pire erreur, ce n'était pas encore cela, c'était qu'ils s'arrogeaient le droit de juger des erreurs des autres et d'infliger des sanctions. D'où le sortait-il ce droit de juger des collégiens comme eux? Tout en clamant qu'ils faisaient cela pour le bien de l'école, ils tordaient tellement la logique qu'ils créaient un climat pénible. Sous prétexte que lors d'un match inter-école vous n'étiez pas venu encourager l'équipe, ils vous traitaient d'antipatriotes et si vous ne filiez pas droit, vous pouviez vous prendre une raclée. Ils étaient tellement arrogants et violents que le seul résultat qu'ils obtenaient, c'était que vous détestiez de plus en plus votre école, alors même que vous ne demandiez qu'à l'aimer. Interdit de chanter des chansons à la mode, qu'ils disaient. Mais franchement, qui était prêt à écouter des chants traditionnels Shigin à longueur de journée? Mais le pire, c'était le climat de terreur perpétuel qu'ils instauraient dans les classes des plus jeunes. C'est vrai, depuis la fin du second trimestre, impossible de se sentir à l'aise pour les élèves de première et de deuxième année. Si un petit matin avait le malheur d'oublier de s'incliner devant un grand de la rue, il était immédiatement convoqué derrière l'école et se faisait remonter les bretelles. Il vous regardait d'un sale œil si vous portiez une montre un peu fantaisie et si vous aviez le malheur de commenter un ragot sur un élève des classes supérieures. Vous étiez immédiatement catalogué comme un insolent qui ne sait pas rester à sa place. Il y avait un élève qui s'appelait Iguchi et qui aimait la littérature. Il lisait des romans de grandes personnes et s'intéressait au théâtre moderne. Eh bien, il était considéré comme suspect. Chez les élèves de première année, il y avait un Yamaguchi qui était toujours très bien habillé, très chic et fan de cinéma. Il collectionnait les photos d'acteurs. Il en avait plus de 200, paraît-il. Les grands l'avaient à l'œil. Quant à Kitami, il ne portait pas le surnom de Gatchin pour rien. S'il avait quelque chose à dire, il le disait et se moquait bien de savoir s'il parlait à un grand ou pas. Il l'avait repéré, la demi-portion qui se donne des airs, voilà comment il l'appelait. Au début du troisième trimestre, le bruit avait circulé que les sanctions allaient tomber sur tous ceux qu'ils avaient dans le collimateur. C'était Iguchi qui l'avait entendu dire, et qui avait filé le duo à Kitami, entre suspects. Yamaguchi, je n'en sais rien, mais toi, tu ne fais rien de mal, pourquoi tu devrais être sanctionné? Demanda Copper en s'imaginant à sa place. Oh si, 2 fois j'ai fait exprès de ne pas saluer Kuragawa dans la rue. Et une fois pendant l'interclasse de midi, j'ai refusé de lui céder le terrain de foot pour jouer avec le ballon en mousse parce que je l'avais réservé avant lui. Je suppose que c'est depuis ce jour qu'il m'a collé l'étiquette d'insolent sur le dos. Kuragawa était un étudiant de 5e année, vice-capitaine du club judo, encore plus costaud que le professeur de gymnastique. De toute façon, celui-là, énonça Kitami comme s'il marchait sur des œufs, il crie au scandale s'il entend quelqu'un chanter une chanson à la mode, mais lui il chante de la chanson réaliste, Naniwabushi, avec de gros trémolos rocailleux. Je l'ai entendu dans le train en rentrant de la sortie scolaire, mais pour lui, le Naniwabushi, c'est de la chanson de guerrier, alors c'est pas pareil que les chansons à la mode. Tu parles d'une logique. C'est juste de l'égoïsme pur. Depuis que je l'ai entendu chanter avec sa voix horrible, je le déteste encore plus qu'avant. Tu ne vas tout de même pas te faire taper dessus. T'inquiète, Kuragawa ne me touchera pas tant qu'il n'aura pas une raison concrète. Il attend juste de trouver un prétexte. Je fais gaffe, ne t'en fais pas. Tu es sûr?
Copper s'inquiétait. Mizutani aussi se faisait du souci pour lui. Oh, moi, je les crois tout à fait capables de convoquer un par un les types qui ne leur reviennent pas et de les mettre sévèrement à l'amende. Je serais toi, j'en parlerai plutôt au prof principal. Non, si je les balance, ils vont me prendre encore plus en grippe. C'est exactement le genre de prétexte qu'ils attendent pour me faire la peau. Ne t'occupe pas d'eux, ça vaut mieux. Non, c'est trop risqué, je trouve. Ne t'inquiète pas, je te dis. Kitami et Copper étaient en train de discuter quand Katsuko entra avec un plateau qui contenait tout un assortiment de bonbons sur une assiette. De quoi discutez-vous? Que t'arrive-t-il, Copper? Tu as l'air bien sombre. Copper et Mizutani la mirent au courant des dangers que courait Kitami. Katsuko en fut indigné. Ce n'est pas possible, cette oppression. Courage, Kitami, ne te laisse pas faire. L'école ne leur appartient pas, que je sache. Les élèves de première année sont des élèves comme les autres. Du moment qu'ils respectent le règlement et obéissent au professeur, ils ont le droit d'aller à l'école la tête haute. Rien ne vous oblige à obéir à ces judokas de pacotille. Voilà ce que je pense, moi. Oui, mais le problème, c'est que Kitami risque de se faire taper dessus, coupa Mizutani. Et alors? Montrer que vous avez peur d'eux ne fera que leur donner plus d'assurance. Jouer les gros bras en prétextant que c'est pour le bien de l'école, c'est du pipeau. S'ils avaient vraiment le bien de l'école en tête, ils essaieraient plutôt de faire en sorte que les élèves de première année et les autres aient une vie scolaire plus enrichissante et plus agréable. Mais ils préfèrent se gargariser de l'idée qu'ils représentent la justice. Quel prétentieux! Kitami, ne t'incline pas devant des types pareils. Ah, moi, ils pourront dire ce qu'ils voudront, je me rendrai pas. Ah, cela faisait longtemps que Kitami n'avait pas prononcé sa phrase fétiche. Et pourtant, Copper n'eut pas le cœur à rire. S'il se faisait réellement casser la figure par les grands de l'école, cette seule idée suffisait à l'effrayer. Refuser de courber la tête devant les grands, c'était bien beau, mais comment protéger Kitami du danger? Tout le monde essaya de réfléchir au problème. Copper et Mizutani étaient d'avis qu'il valait mieux en parler au professeur principal pendant qu'il était encore temps, afin qu'il prenne des mesures. Kitami, lui, affirmait que cette attitude aurait au contraire des effets négatifs et qu'il valait mieux ne pas le faire. Katsuko pensait que le mieux était de voir comment la situation allait évoluer et de s'adresser au professeur seulement si elle tournait au vinaigre. Évidemment, comment saurait-il que la situation allait tourner au vinaigre? Telle était la question. Mais une chose était claire, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, Kitami ne consentirait jamais à ce qu'on prévienne leur professeur. Je m'en fous si je me fais casser la gueule d'abord, je suis dans mon droit, et je veux pas qu'on pense que j'ai peur à cause d'un bruit qui court. Devant l'insistance de Kitami, les autres furent obligés de prendre une décision. C'est alors qu'Arakawa, qui n'avait encore rien dit, ouvrit la bouche. J'ai peut-être une idée. Tous les visages se tournèrent d'un seul bloc vers lui. Si Kitami se fait convoquer par les grands, on y va avec lui? Dit-il timidement. Oui, et ensuite? Demanda Copper. Si Kurakawa ou un autre fait mine de vouloir le frapper, on lui dira qu'il devra nous frapper nous aussi. Si Kitami se ferait frapper alors qu'il n'a rien fait de mal, alors nous aussi. Ils devront nous frapper. Et là, je pense qu'ils ne frapperont personne. Un silence parcourut l'assistance. Et s'il frappe quand même? Eh bien, s'il frappe quand même, on encaissera, voilà tout. Génial, Urakawa! S'écria Katsuko en bondissant de sa chaise. Mais évidemment, c'est la meilleure solution. Tout le monde prend la défense de Kitami, et tant pis si ça ne suffit pas. Tout le monde partagera le destin de Kitami. C'est exactement ça, l'esprit héroïque. Et je suis prête à vous aider en envoyant notre père à l'école pour leur parler. Et s'il ne peut pas venir, je demanderai à notre mère. Et si elle ne peut pas, j'irai moi-même. Et je parlerai au proviseur et j'exigerai qu'il expulse ces soi-disant amateurs d'arts martiaux du collège. Kitami, courage! Ayao, toi aussi, la tête haute. Certainement, acquiesça vigoureusement son frère en serrant les lèvres sur son fin visage. Copper, toi aussi. Copper acquiesça à son tour. Je suis désolé pour vous, s'excusa Kitami en apprenant que tous étaient prêts à partager son sort si les choses tournaient mal. Mais ils le rassurèrent en affirmant qu'il n'avait pas besoin de se faire du souci pour ça. Eh bien, voilà une bonne décision de prise. Dommage que je ne sois pas dans le même collège que vous. Mais vous pouvez compter sur moi. Je tiendrai ma promesse si besoin est. Vous êtes prêts à croiser les doigts? Les 4 garçons et Katsuko croisèrent leurs petits doigts ensemble pour sceller leur promesse. Les journées sont courtes en hiver. Le soir était venu. Copper, Kitami et Urakawa voulaient rentrer chez eux avant la nuit. Une domestique vint leur remettre à chacun un sac en coton blanc à rapporter chez eux en souvenir de leur visite à la maison Mizutani. Le sac contenait une généreuse part de gâteaux et une belle pomme. Tu as une sœur et un frère, je crois. Tiens, tu leur en donneras, dit Katsuko en bourrant la poche de Urakawa d'une poignée de bonbons emballés dans du joli papier argenté. Ils sortirent de la résidence Mizutani, leur sac en coton blanc à la main. Mizutani et Katsuko les accompagnèrent à un bout de chemin. Katsuko en vélo, pédalant le plus lentement possible pour ne pas les dépasser, les dépassant tout de même un peu, puis revenant à leur hauteur. Ils furent bientôt au sommet de la colline et aperçurent la baie de Shinagawa, là où Katsuko mit pied à terre. Tous se dirent au revoir. Copper et ses 2 amis descendirent la colline.
La brume du soir commençait à se former sur la ville et la lumière des réverbères prit un aspect vaporeux. Le tramway semblait glisser. Vers le bas de la pente, les trajectoires des trolleys et des automobiles se coupaient et se croisaient sans répit. Le brouhaha de la ville semblait sourdre de la brume du soir. Un désir subit de retrouver leur maison familière leur fit presser le pas jusqu'à la gare de Shinagawa. Le cahier de l'oncle, sur ce qu'on appelle un héros, et sur la vie de Napoléon. Cher Cooper, je m'étonnais depuis quelque temps de te voir devenu un admirateur de Napoléon, mais quand je t'ai écouté raconter ta journée chez Mizutani, j'ai compris. Il me semble distinguer dans ce soudain engouement comme une légère influence de la sœur de ton copain. La vie de Napoléon fut en tout point extraordinaire, cela est certain. Sa gloire a donné à son existence un caractère exceptionnel, même à l'échelle de la longue histoire de l'humanité. Toi et tes amis êtes loin d'être les seuls à l'admirer. Dans tous les pays du monde, les biographies de Napoléon font de grosses ventes, et cela n'a pas l'air de se calmer. À propos, te souviens-tu que je t'avais demandé, si d'aventure un sujet te marquait, de prendre le temps de réfléchir sérieusement à sa signification? Eh bien ce soir, je veux réfléchir avec toi aux raisons pour lesquelles la vie de Napoléon est si impressionnante. La première chose qui nous émerveille dans la biographie de Napoléon, c'est sa remarquable et constante activité. Ses parents étaient des nobles ruinés de l'île de Corse, il a donc été élevé dans des conditions relativement précaires. Quand il eut à peu près l'âge que vous avez aujourd'hui, il quitta ses parents pour entrer dans une école militaire sur le continent français. Ses condisciples étaient pour la plupart des fils de riches aristocrates qui le méprisaient. Il passait donc le plus quart de son temps dans la solitude. Il sortit de l'école avec un diplôme d'officier en poche, mais au début de sa carrière, simple sous-lieutenant, il était toujours aussi démuni et ne pouvait profiter des mêmes plaisirs que ses camarades de promotion. Il demeurait ce jeune officier à l'esprit sombre et au teint pâle, qui préférait étudier en solitaire en se tenant bien loin des rassemblements à la mode. Il a 24 ans quand surviennent les bouleversements de la Révolution française. L'officier pauvre devient soudainement général de brigade grâce au mérite qu'il s'est acquis et aux qualités stratégiques qu'il a montrées lors du siège de Toulon à la tête de l'armée républicaine contre l'armée anglaise. On connaît la suite, le célèbre épisode de la traversée des Alpes. À la tête d'une troupe mal équipée et mal entraînée, il franchit les Alpes en un éclair et dévale sur les plaines italiennes comme une avalanche, anéantissant en un rien de temps l'armée autrichienne, puis prenant les unes après les autres les villes italiennes qui ne s'attendaient pas à ça. Chaque fois, la victoire est à lui. Victoire, victoire, victoire. Lorsqu'il rentre à Paris, les bras chargés de butin, la capitale l'acclame en triomphateur. À l'époque, dans les armées qui suivent la Révolution, la lutte pour le pouvoir se fait plus âpre, la peur s'installe durablement. Le peuple commence à réclamer le retour à l'ordre et à la paix. Napoléon profite de son élan pour réorganiser le gouvernement et réunir progressivement le pouvoir entre ses mains. Il s'impose d'abord comme l'un des 3 consuls, puis unique consul à vie, pour finir par abandonner le régime républicain en s'élevant au rang d'empereur. Cooper, sais-tu quel âge avait Napoléon à ce moment-là? 35 ans. Autrement dit, en 10 ans à peine, il est passé de modeste officier sur qui personne n'aurait songé à se retourner à empereur. Une carrière aussi remarquable et sans exemple. D'autant plus qu'il ne s'arrêtait pas en si bon chemin. Tel le soleil à l'aube, se faire couronner empereur ne fut que le début de son ascension. Les autres nations européennes, réunies autour de l'Angleterre, formèrent coalition sur coalition, qui toutes échouèrent à le retenir. Plus on lui déclarait la guerre, plus son génie militaire éclatait à la face de tous. Austerlitz, Iéna, Wagram, Napoléon a aligné les victoires qui, toutes à un titre ou à un autre, ont marqué durablement l'histoire militaire. Il s'empara rapidement des Pays-Bas, puis l'Italie tomba sous son contrôle. L'Allemagne succomba, l'Espagne se soumit. Pendant un temps, tout le continent européen, à l'exclusion de la Russie, à l'Est, fut enchaîné à la volonté de Napoléon. Au congrès d'Erfurt, en 1808, 4 monarques et 34 princes allemands firent le déplacement pour le saluer. Et entouré de tout ce beau monde, il assista à une représentation du célèbre acteur François-Joseph Talma, dont il s'était fait accompagner pour l'occasion. À cet instant, Napoléon était littéralement le roi des rois. C'était une époque fabuleuse où le destin de dizaines de millions d'individus sur tout le continent européen dépendait de la seule volonté d'un seul, Napoléon. Il atteignit là le sommet de son pouvoir. Cependant, il dégringola de ce sommet en quelques années. C'est l'échec de la fameuse expédition en Russie qui précipita sa chute, comme chacun sait. Mais pourquoi Napoléon voulait-il attaquer la Russie? Eh bien parce que la Russie, passant outre aux ordres de Napoléon, continuait à commercer avec l'Angleterre.
L'Angleterre, profitant de sa situation insulaire par rapport au reste de l'Europe, résistait envers et contre tout à la puissance napoléonienne. Napoléon avait mis en place le blocus continental, c'est-à-dire avait exigé l'arrêt de tout commerce avec le Royaume-Uni dans le but de le ruiner. C'était matériellement impossible et ce projet ne réussit jamais. Mais Napoléon en tira ombrage et décida d'organiser une campagne de grande ampleur pour châtier les Russes. C'est la fameuse campagne de Russie, qui se soldera par le désastre que l'on sait. Napoléon est apparemment victorieux dans tous les combats et va jusqu'à investir Moscou, la capitale de l'Empire russe. Mais il ne peut triompher du froid et du manque de nourriture, ce qui l'oblige à se retirer. Au cours de cette retraite, des centaines de milliers d'hommes de la Grande Armée meurent de faim et de froid dans la neige et le gel. Ceux qui ne meurent pas sont harcelés et tués par les Cosaques. Des 600 000 hommes de la Grande Armée, on dit que moins de 10 000 franchirent la frontière russe dans l'autre sens. Dès que la nouvelle du tragique échec de la campagne de Russie se répandit en Europe, la Prusse, qui cherchait depuis longtemps l'occasion de se libérer de la domination napoléonienne, fut la première à reprendre les armes. D'autres nations lui emboîtèrent le pas et se rebellèrent, formant une nouvelle coalition et attaquèrent la France. L'heure de la chute de Napoléon avait sonné. Cette fois, Napoléon ne fut pas vainqueur. Il capitula et fut envoyé en exil sur l'île d'Elbe. Plus tard, il s'en échappa, leva une nouvelle armée jusqu'à la célèbre et ultime bataille de Waterloo. Il fut alors exilé, presque comme un prisonnier, sur une petite île située à l'ouest de l'Afrique, Sainte-Hélène. Il y mourut dans la solitude après 5 ans et demi passés sur cette île au climat inhospitalier, dans des conditions de liberté très entravées. Quand Napoléon livre sa dernière bataille à Waterloo, il est âgé de 46 ans. En d'autres termes, en 10 années, il a gravi en courant la pente d'officier à pauvre empereur, puis l'a redescendu en 10 autres années d'empereur à prisonnier de guerre. Le destin exceptionnel de Napoléon aura donc duré 25 ans au total. Non, 20 ans. On peut dire que toute sa vie fut concentrée dans ces 20 années. 20 années seulement, mais quelles années, c'est vrai. Au cours de ces 20 ans, un officier pauvre de génie alla jusqu'à dominer l'Europe entière avant de dégringoler de son trône la tête la première. Une vie de roman, et c'est sans doute ce qui nous émeut encore tellement aujourd'hui. Ce que Napoléon a fait en 20 ans est tellement impressionnant que cela semble excéder les capacités humaines. Ces 20 années qui couvrent toute la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe ont commencé alors que la France était plongée dans les remous qui avaient suivi la Révolution. Toutes sortes d'événements se sont succédés sans discontinuer, qui à d'autres époques auraient occupé un siècle ou un demi-siècle, et pas un de ces événements qui n'implique le nom de Napoléon. Cooper, je ne sais pas si tu es au courant, on dit que personne ne peut rester Premier ministre au Japon plus de 2 ou 3 ans sans détruire sa santé. C'est vrai, plusieurs premiers ministres sont tombés malades au bout d'un certain temps ou très certainement ont raccourci leur espérance de vie en occupant cette fonction. C'est la fonction, la charge de travail, qui use physiquement et psychiquement ceux qui dirigent un gouvernement, même à des époques sans trouble particulier ni incident historique majeur. Cela doit te donner une idée de ce que Napoléon a vécu. Il a remis sur pied la France au sortir des troubles généralisés de la Révolution. Il a dû constamment résister aux tentatives d'ingérence étrangère, puis il a fallu rester debout sans prendre le temps de se reposer et survivre dans la mer agitée des relations diplomatiques et de la politique internationale. Non seulement il a pris à bras le corps tous ces problèmes de politique intérieure aussi bien qu'extérieure, en prenant lui-même toutes les décisions, mais il a conduit dans le même temps plusieurs guerres d'une ampleur quasiment inouïe, en assurant le commandement en personne. Franchement, quelle incroyable énergie! Il ne s'agit pas seulement de s'extasier devant sa force de travail ou sa force de caractère qui lui ont permis de mener toutes ces activités de front. Pour se limiter à la science militaire, sa façon de mener les hommes est tellement extraordinaire, tellement incroyable à l'époque qu'elle est aujourd'hui encore considérée comme un modèle. Dans les autres domaines aussi, sa prise de décision est toujours claire et nette. Ses actions sont radicales, jamais la moindre hésitation ni la moindre tergiversation. Comme s'il ne connaissait pas la fatigue, il est toujours sous tension, l'esprit combatif en alerte et fier comme un roi. Comment un être humain peut-il montrer autant d'énergie, autant de force de caractère? Tous ceux qui l'ont croisé n'ont pas manqué de s'en étonner, au point que Goethe lui-même, qui aimait l'humanisme et la paix par-dessous tout et plaçait son espérance dans le progrès de l'humanité, ne put cacher son admiration envers Napoléon pour le jaillissement de sa puissance d'agir et le génie de ses décisions. Oui, Napoléon fut certainement un être exceptionnel, le type idéal du héros. Sa première période, quand il s'ébroue du carcan qui le contraint pour courir d'une seule traite jusqu'au fait du pouvoir, représente une sorte de vision idéale de jeunesse, de fulgurance, de splendeur. Il suffit de lire sa biographie pour se sentir transporté. On se sent les yeux dessillés. Et une fois devenu maître du monde, le souverain de toute l'Europe, il reste solaire. Son déclin lui-même est une poignante tragédie.
Rien d'étonnant à ce que quelqu'un comme Goethe ait été fasciné par un tel destin, comme moi, toi et tes amis aujourd'hui. Cependant, cher Cooper, n'oublie pas que ce qui fascine dans le destin de Napoléon, c'est en première instance sa capacité à faire bouger les choses. Et effectivement, quand on songe que des êtres humains possèdent la capacité de réaliser de si grandes choses, comment ne pas se sentir surpris? Pas seulement surpris, quand on s'aperçoit que l'être humain possède en lui ces capacités prodigieuses, on se sent pousser des ailes. C'est pour cette raison que les biographies de Napoléon se lisent avec autant de passion aujourd'hui qu'hier. Alors certes, la capacité à faire bouger les choses, l'énergie, tout cela est bien beau, mais pourquoi faire? À quoi cela sert-il si ce n'est qu'à accomplir quelque chose? Cette capacité ne doit-elle pas être mise au service du reste de l'humanité? Que l'énergie de Napoléon provoque en nous de l'admiration, peut-être, mais une question nous vient nécessairement à l'esprit. Pour la réalisation de quel objectif la formidable activité de Napoléon s'est-elle déployée? Cette question, Cooper, nous devons nous la poser chaque fois que nous est présenté un héros. Les grands hommes, les héros, sont des gens extraordinaires, d'accord. Ils possèdent des capacités supérieures aux individus normaux, ils sont capables de faire des choses dont le commun des mortels est incapable, c'est entendu. De ce point de vue, ils peuvent certainement susciter notre admiration, et nous leur tirons bien volontiers notre chapeau. Mais une fois que nous les avons admirés, demandons-nous, au service de quoi ont-ils mis leur extraordinaire talent? Quelles choses extraordinaires ont-ils accompli? Ont-ils seulement accompli quelque chose de grand? Voilà la question qui mérite d'être posée, car avec des capacités extraordinaires, on peut aussi réaliser le mal. Au moment de nous poser cette question, n'oublions pas les dizaines et les dizaines de milliers d'années de la longue et lente histoire de l'évolution humaine, n'est-ce pas, Cooper? Car évidemment, Napoléon, Goethe, mais aussi bien Toyotomi, Hideyoshi ou le général Nogi, si exceptionnels qu'ils aient été, sont tout de même nés puis morts, comme n'importe quel membre du long fleuve de l'histoire humaine. Tu le sais, les humains ont construit la société humaine en travaillant main dans la main, c'est la coopération qui nous a permis de sortir de la condition animale. Au début, les hommes ont utilisé des outils très simples, puis des techniques et des machines, et ont ainsi progressivement transformé la nature en un monde plus confortable et facile à vivre. Parallèlement sont apparus les sciences et les arts, et l'existence est devenue plus lumineuse, plus belle. L'évolution de l'humanité est semblable à un fleuve qui coule lentement depuis les temps les plus anciens et qui coulera encore très très longtemps. On dit que l'histoire du Japon a commencé il y a 2600 ans avec le premier empereur Jimmu. La civilisation égyptienne a pris forme il y a 6000 ans, ce qui paraît extrêmement ancien. Mais en réalité, l'histoire de l'humanité dure depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Simplement qu'elles n'ont pas été écrites nulle part. Elle continuera encore pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, et l'humanité continuera de progresser. Réfléchis à ce fleuve très large et très lent, Cooper. Que sont 2000 ou 3000 ans par rapport à l'ampleur de ce fleuve? C'est très court. Alors la durée d'une existence humaine, n'est-ce pas à peine l'équivalent d'un clin d'œil? Pose un instant tes yeux sur cette immense histoire. Regarde ces grands hommes et ces héros du passé à l'échelle de l'immense fleuve de l'histoire de l'humanité. Que vois-tu alors? Tout d'abord, tu te rendras compte que ces grands hommes et ces héros qui te paraissent immenses ne sont rien de plus qu'une goutte dans ce fleuve. Deuxièmement, si tu regardes bien attentivement, tu reconnaîtras que tous ces êtres exceptionnels ont fait d'exceptionnel et parfaitement insignifiant à une si grande échelle. Tu reconnaîtras que tout ce que ces êtres exceptionnels ont fait d'exceptionnel est parfaitement insignifiant à une si grande échelle. Certains de ces personnages ont su appréhender les dimensions de ce fleuve et se sont efforcés, dans la mesure de leur courte vie, de pousser le courant dans le bon sens, de verser leurs capacités exceptionnelles dans le courant du fleuve. D'autres ont contribué inconsciemment au progrès général, tout en croyant ne servir que leurs intérêts personnels. D'autres encore ont étonné le monde, mais ils n'ont en fait servi à rien à l'échelle du grand fleuve. Et certains, pas si rares que cela à vrai dire, et que l'on traite pourtant eux aussi comme des grands hommes et des héros, ont même fait remonter le fleuve à contre-courant. Quand on les regarde un par un, ces héros, on s'aperçoit qu'ils ont pu accomplir certaines choses qui allaient dans le droit fil du courant, mais que d'autres l'ont troublé ou l'ont fait revenir en arrière. Toutes sortes d'individus apparaissent, réalisent toutes sortes d'actions, mais en fin de compte, ce qu'un être humain peut réaliser tout seul, à moins d'œuvrer dans le sens du courant, n'a qu'une portée très éphémère, s'efface et disparaît dans l'insignifiance globale. Et vois-tu, Cooper, Napoléon n'est absolument pas une exception à cette règle. Si tu le veux bien, passons encore une fois en revue la vie de Napoléon, toi et moi.
À l'époque où Napoléon faisait ses premiers pas dans la vie, le peuple français travaillait très dur pour renverser un système féodal pourrissant et en bâtir un nouveau. Mais les autres nations européennes, elles, vivaient toujours dans ce vieux système féodal et craignaient que la France n'inaugure une nouvelle façon de gouverner. Tous ces pays ont formé une coalition et ont envoyé leurs armées abattre le nouveau régime. La France a donc dû, dans le même temps, faire face à la fois au désordre intérieur et aux pressions extérieures. Mais les Français ont combattu sur tous les fronts avec un formidable courage, sans se laisser désespérer par la difficulté de la tâche. Tous les hommes en âge de porter des armes ont été appelés à servir la patrie, à former des bataillons à la hâte pour lutter contre les ennemis de l'extérieur arrivant de toutes parts. À l'époque, les armées des nations européennes étaient constituées de soldats professionnels qui se battaient en échange d'une solde, ce qu'on appelle communément le système du mercenariat. À la différence de l'armée française qui était composée de citoyens français qui venaient de trouver la liberté grâce au nouveau régime. Eux n'étaient pas payés pour se battre contre n'importe quel ennemi qu'on leur désignerait. Ils défendaient leur patrie bien-aimée. Le courage et la force qu'a montré le peuple français en armes pour défendre la liberté, l'égalité et la fraternité qu'il venait d'obtenir en jetant les bases d'une ère nouvelle dépassaient tout ce que les mercenaires des armées de la coalition pouvaient imaginer. Malgré le manque d'armes et de munitions, malgré le manque d'entraînement militaire, le peuple a affronté l'ennemi avec un formidable enthousiasme et l'a renvoyé à l'extérieur des frontières. Et celui qui a organisé cette armée mit en œuvre ces tactiques militaires appropriées à cette nouvelle définition d'une armée nationale et écrasé en un rien de temps la totalité des armées européennes qui étaient restées sur l'ancien modèle, eh bien, c'est Napoléon. Napoléon a donc sans aucun doute participé très efficacement, du moins jusqu'à ce qu'il devienne empereur, à la défense de son pays et à l'avènement d'un nouveau système social basé sur la liberté à la place de l'ancien système féodal. Ce n'est pas tout, il a également fait de gros efforts pour encourager les arts. Tu as lu le livre Les mystères du monde, et dans ce livre, le chapitre sur les écritures mystérieuses, tu vois donc de quoi je veux parler. Pendant la campagne d'Égypte, Bonaparte s'était fait accompagner par de nombreux hommes de science, ce qui a eu par la suite une influence prépondérante sur le développement de l'égyptologie. Tu connais en particulier l'histoire de la découverte de la pierre de Rosette, une stèle qui a joué un rôle capital dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Plus tard, Bonaparte profite de ce que les Français, fatigués de la guerre civile qui s'éternise, désirent l'ordre et la paix intérieure pour accaparer le pouvoir dans ses seules mains. Mais son pouvoir annonce tout de même un nouvel ordre mondial, et s'il met en avant son ambition personnelle, cette ambition est encore à ce moment-là au service des autres. Cela se voit clairement au fait qu'il réunit un certain nombre de savants de très grande valeur pour mettre en forme un ensemble de lois qui posent solidement les fondations de ce nouvel ordre. C'est le célèbre Code Napoléon qui deviendra un modèle pour de nombreux pays et restera vraisemblablement comme le plus grand monument de Napoléon. Au risque de te surprendre, sais-tu que l'influence du Code Napoléon est visible jusque dans notre système de loi à nous, au Japon ? Car le Japon aussi a aboli le système féodal à la restauration de Meiji en instaurant l'égalité des 4 anciennes classes distinctes de citoyens. Comment définir ce nouvel ordre social et en particulier comment définir les relations entre des citoyens tous égaux est rapidement devenu un problème au Japon. Est rapidement devenu un problème. Au Japon, il a été résolu par la promulgation du premier code civil qui a été élaboré sur le modèle du code Napoléon. Le premier code civil japonais a par la suite été souvent modifié et amélioré, mais ses fondements sont demeurés inchangés. Tel un train sur une voie ferrée, le nouveau Japon roule en douceur sur ce soubassement juridique et connaît une extraordinaire croissance commerciale et industrielle depuis son instauration. Napoléon a donc énormément agi en faveur de la fin du féodalisme et pour l'instauration du nouveau régime. Cette évolution lui a permis d'obtenir de brillants succès jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir en se déclarant empereur. À partir de ce moment-là, il s'attache uniquement à renforcer son pouvoir personnel et finit par être considéré par de plus en plus de gens comme quelqu'un de plus du tout formidable. Sa plus grave erreur sera d'imposer le blocus continental à toute l'Europe, c'est-à-dire à interdire tout commerce avec l'Angleterre qui demeurait inexpugnable. Il a cru qu'il avait acquis suffisamment d'autorité sur les autres nations européennes pour le leur imposer, mais en réalité, cette interdiction des échanges avec la Grande-Bretagne, qui dominait le commerce international à l'époque, a mis dans la gêne plus de gens sur le continent qu'en Grande-Bretagne. Dans un premier temps, le sucre, une denrée d'usage quotidien, vint à manquer. Certes, sur le continent, on produisait du sucre à partir de la betterave sucrière, mais pas suffisamment pour couvrir les besoins de toute la population. Et quelle que soit la puissance de Napoléon, il n'allait pas assassiner plusieurs millions de personnes juste pour supprimer leurs besoins. Il eut beau organiser une répression sévère assortie de peines très lourdes, son ordre ne fut jamais exécuté. Non seulement ces mesures échouèrent, mais il s'attira la haine de dizaines de millions de personnes.
Cela le mena directement au désastre de la campagne de Russie. 600 000 hommes partirent vers la lointaine Russie et moururent misérablement presque jusqu'au dernier dans le froid glacial et la neige. De quelque façon qu'on le regarde, c'est une terrible tragédie. Ces soldats venaient de toutes les parties de l'Europe. Ce n'était certainement pas pour leur pays qu'ils étaient venus jusqu'en Russie. Ils ne se sont pas battus et ne sont pas morts pour l'honneur de leur patrie, pour leur religion ou une quelconque idéologie. Qu'y avait-il à défendre au prix de leur vie? Rien. Ils ont simplement été envoyés par le pouvoir napoléonien jusqu'en Russie, où ils ont été sacrifiés à son ambition égoïste et sont morts pour rien. 600 000 hommes, qui tous avaient une famille et des amis. Plusieurs millions d'êtres humains au total, qui ont versé des larmes amères qui n'ont pas oublié. À ce stade, c'est clair, non seulement Napoléon n'agissait plus pour un monde plus juste, mais il était au contraire devenu un obstacle pour cette évolution. Il ne pouvait plus éviter un désastre. Tôt ou tard, sa chute se produirait. Ce qui est arrivé, en effet. Cooper, à l'issue de ce petit retour sur la vie de Napoléon, nous comprenons maintenant une chose. De tous ceux que l'on appelle des héros, les seuls qui méritent notre respect sont ceux dont les actions ont contribué à l'avancement de l'humanité. Et les seules entreprises de réelle valeur sont celles qui vont dans le sens de cette évolution de l'humanité. Si tu as un peu de temps, je te conseille de lire les grands hommes qui ont contribué au développement de l'humanité. Tu découvriras que parmi les véritables grands hommes, il en existe qui sont très différents de Napoléon. Et quand tu auras bien compris cela, tu pourras reprendre ton étude de Napoléon et tu trouveras énormément de nouvelles choses à apprendre. Sa vie pleine d'épreuves, son courage, sa détermination, la force de sa volonté, dure comme l'acier. Car c'est bien beau de vouloir servir le progrès de l'humanité, mais il faut au moins posséder tout ça pour y parvenir un tant soit peu. Même dans les situations les plus dures, jamais le moindre gémissement n'est sorti de ses lèvres. Nous avons tous beaucoup à apprendre de cette force de caractère devant l'adversité. Connais-tu cet épisode de la vie de Napoléon? Après sa défaite à Waterloo, il n'y avait plus de place en Europe pour lui. Il tenta de fuir aux États-Unis en embarquant au port de Rochefort, mais le port était occupé par les Britanniques et il fut pris au piège. La marine britannique le conduisit tout d'abord en Angleterre. Une foule immense se pressait jour après jour sur la jetée pour voir le bel air au fond. Le navire sur lequel Napoléon était retenu, ancré à l'embouchure de la Tamise. La joie des Britanniques de voir Napoléon, ce héros invincible qui faisait la pluie et le beau temps partout en Europe et leur causait tous ses ennuis depuis 20 ans, devenu un vulgaire prisonnier de guerre, était bien naturel. Car de nombreuses défaites leur avaient été infligées par cet ennemi qui les avait harcelés du début jusqu'à la fin. Il était enfin pris et la suprême humiliation se trouvait maintenant dans leur pays. Nombreux étaient les badauds qui voulaient voir ce spectacle du héros ennemi sur un de leurs bateaux à eux. Évidemment, Napoléon n'avait pas une seule fois quitté sa cabine depuis son arrivée en Angleterre, et personne ne l'avait encore aperçu. Mais un jour, décidé à prendre l'air, il sortit sur le pont. Son chapeau et sa célèbre silhouette le firent immédiatement reconnaître. Des dizaines de milliers de spectateurs retinrent leur respiration, et la jetée devint soudainement silencieuse. Un instant plus tard, que se passa-t-il d'après toi? Sans que personne n'ait prononcé un mot, des dizaines de milliers de Britanniques ôtèrent leurs chapeaux et s'inclinèrent respectueusement devant le prisonnier. Napoléon, défait, déclaré persona non grata en Europe, à présent aux mains de ses ennemis, emmené prisonnier dans le pays de ses ennemis, ne montra pas un instant de faiblesse. Pas un seul instant il ne se départit de la majesté qui sied à un roi, et il accepta le destin qu'il s'était lui-même attiré. Cette grandeur d'âme émut les dizaines de milliers de badauds qui s'inclinèrent respectueusement. Ça, c'est du caractère. Quand tu seras plus grand, tu découvriras que ceux qui, même animés des meilleures intentions du monde, ne possèdent pas les moyens de réaliser leurs intentions, ne sont que des faibles. La plupart des gens ne sont pas mauvais, mais ils sont faibles et ne font qu'ajouter à leur malheur et à celui des autres. L'esprit héroïque, s'il n'est pas attaché au progrès de l'humanité, n'est qu'une bulle vide, mais la bonté sans âme héroïque l'est bien souvent aussi. Tu auras certainement l'occasion de très vite t'en apercevoir.